Je m'appelle Lucas, et ce que je vais raconter est la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Tout a commencé après ma première rupture amoureuse. J'étais avec Léa depuis 3 ans, mais avec le temps, notre relation s'était essoufflée. Ce n'était pas une séparation dramatique, juste 2 personnes qui prenaient des chemins différents. Elle avait décidé de partir étudier à Bordeaux, et moi, je restais à Lyon. Nous nous étions quittés en bons termes, du moins c'est ce que je croyais. Les premières semaines après la rupture furent étranges, mais rien d'anormal. Un vide dans ma routine, des moments de solitude, des souvenirs qui refaisaient surface. J'essayais de me distraire, de voir des amis, de m'immerger dans mes études. Puis, un soir, j'ai reçu un message. Un simple « tu me manques ». Pas de numéro affiché, juste un inconnu. Au début, j'ai pensé que c'était Léa. Peut-être qu'elle regrettait, mais elle n'avait plus mon numéro, je l'avais changé après notre rupture. Je n'ai pas répondu. Pourtant, le message a été suivi d'un autre, quelques heures plus tard. C'est dur d'être seul, n'est-ce pas? Là, un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas un message anodin. Quelqu'un savait que j'étais seul. J'ai répondu sèchement. Qui est-ce? Aucune réponse. Les jours suivants, les messages ont continué. D'abord, des phrases tristes, mélancoliques, parlant d'amour perdu, de regrets. Puis, petit à petit, leur ton a changé. Ils sont devenus plus précis. J'aime bien ton sweat gris. Celui que tu portes aujourd'hui. Je portais bien un sweat gris ce jour-là. Mais qui pouvait savoir? J'ai essayé d'ignorer ces messages, me convainquant qu'il s'agissait d'une coïncidence ou d'une mauvaise plaisanterie. Peut-être un ami qui voulait me faire peur. Pourtant, plus les jours passaient, plus les détails devenaient troublants. Tu devrais vraiment fermer tes rideaux le soir. On voit tout d'ici. Ce message m'a glacé le sang. J'habitais au 3e étage d'un immeuble, dans un quartier calme. De ma fenêtre, on ne voyait que la rue en contrebas et un petit parc désert la nuit. D'où quelqu'un pouvait-il m'observer? J'ai commencé à être sur mes gardes. Chaque soir, je fermais mes rideaux, vérifiais la porte d'entrée, écoutais les bruits dans le couloir. Mais les messages continuaient. Tu as bien dormi cette nuit? Tu as bougé beaucoup? J'ai cru que tu allais te réveiller. Cette fois, j'ai senti une panique incontrôlable monter en moi. Ce n'était plus seulement un harceleur. Cette personne était proche. Trop proche. J'ai immédiatement bloqué le numéro et changé mon mot de passe Wi-Fi, au cas où quelqu'un espionnait mon téléphone. Pendant 2 jours, plus rien. Le silence. J'ai commencé à me dire que c'était fini, qu'il ou elle avait abandonné. Puis, au 3e jour, en me réveillant, j'ai vu une notification. Un nouveau message, envoyé en pleine nuit. Il contenait une seule image. Une photo de moi, profondément endormi. Et ce n'était pas une photo prise par une caméra de surveillance ou un selfie oublié. L'angle, la perspective, c'était comme si quelqu'un s'était tenu au pied de mon lit pour la prendre. Mon cœur s'est emballé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. J'ai fixé l'écran, espérant, priant presque que ce soit une mauvaise blague. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas possible. Quelqu'un était entré chez moi pendant que je dormais. J'ai bondi hors du lit et j'ai fouillé mon appartement. Chaque pièce, chaque placard, sous le lit, derrière les rideaux. Rien. La porte était toujours verrouillée. Aucune fenêtre forcée. Pas la moindre trace d'intrusion. Pourtant, cette photo prouvait que quelqu'un avait été là. J'ai essayé de me souvenir de la veille. Avais-je entendu un bruit étrange? Un craquement suspect? J'étais certain d'avoir dormi d'une traite, mais l'idée que quelqu'un ait pu me regarder, me photographier, sans que je m'en rende compte, me donnait la nausée. J'ai appelé mon meilleur ami, Thomas. Il a d'abord cru à une mauvaise blague, mais en entendant ma voix paniquée, il a compris que ce n'était pas du cinéma. Il m'a conseillé d'aller voir la police. Je m'y suis rendu immédiatement. Au commissariat, l'agent de permanence a écouté mon histoire avec un air sceptique. Il a pris ma déposition, a regardé la photo, mais sans preuve d'effraction, il ne pouvait pas faire grand-chose. Changez vos serrures, installez une alarme et soyez vigilants, a-t-il dit avant de me laisser partir. Je me sentais ridicule, mais surtout impuissant. Quelqu'un jouait avec moi, et il savait que je ne pouvais rien y faire. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre semblait dissimuler une silhouette tapie dans l'obscurité. J'avais barricadé la porte de ma chambre avec une chaise et gardé une lampe de poche à portée de main, mais cela ne changeait rien à la peur viscérale qui me rongeait. Vers 3 heures du matin, alors que mes paupières commençaient enfin à s'alourdir, une vibration m'a réveillé en sursaut. Mon téléphone.
Une nouvelle notification. Un message. Pourquoi tu fermes la porte? Tu crois que ça va m'arrêter? Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Puis, un deuxième message, suivi d'un troisième, envoyé à quelques secondes d'intervalle. J'aime bien ton pyjama bleu. Tu respires fort quand tu dors. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas possible. C'était une folie pure. Je me suis levé d'un bond et j'ai allumé toutes les lumières de l'appartement. Je devais comprendre. Je devais trouver une explication logique. J'ai inspecté chaque recoin, à la recherche d'une caméra cachée, d'un trou dans un mur, de n'importe quoi qui aurait pu expliquer comment cette personne pouvait m'observer. Mais il n'y avait rien. Absolument rien. Puis, un détail m'a frappé. J'avais laissé mon téléphone sur la table de nuit avant de dormir. Pourtant, au moment où j'ai reçu le message, il était sur mon bureau, de l'autre côté de la pièce. Je savais que je ne l'avais pas déplacé. Et si, ce n'était pas moi qui l'avais posé là, le souffle court, j'ai reculé lentement jusqu'au mur, comme si un mouvement brusque pouvait déclencher quelque chose d'invisible autour de moi. Mon téléphone toujours en main, j'ai regardé une dernière fois le message sur l'écran. Puis, presque malgré moi, j'ai ouvert l'application de l'appareil photo. J'ai activé la caméra frontale. Mon visage pâle est apparu à l'écran, les yeux écarquillés de peur. Derrière moi, l'appartement était vide. Rien d'anormal. J'ai ensuite tourné lentement la caméra vers la porte de ma chambre. Elle était toujours fermée, la chaise coincée sous la poignée. Mais alors que mon regard balayait l'écran, mon sang s'est glacé. Dans le reflet du miroir de mon armoire, derrière moi, quelque chose bougeait. Une silhouette noire, indistincte, se tenait dans l'ombre, juste à quelques centimètres de moi. Mon cœur a raté un battement. Dans un réflexe paniqué, je me suis retourné d'un coup, levant la lampe de poche. Il n'y avait rien. Rien, sauf mon téléphone posé sur mon bureau, l'écran allumé, un dernier message affiché en attente d'être lu. Regarde bien. Je suis juste là. Quand j'étais enfant, il y avait une personne qui comptait plus que tout pour moi, Raphaël. Nous avions grandi dans le même quartier, fréquenté la même école, partagé les mêmes jeux et les mêmes secrets. Nous étions inséparables, liés par cette amitié intense et absolue que seuls les enfants peuvent connaître. Notre endroit préféré était un petit parc caché entre deux rangées de vieux immeubles, un espace modeste avec une balançoire grinçante et un toboggan dont la peinture s'écaillait. Nous y passions des heures, inventant des histoires et défiant le temps qui filait sans que nous nous en rendions compte. Un jour, alors que nous nous balancions côte à côte sous un ciel d'orage, Raphaël s'était tourné vers moi avec un sérieux inhabituel. « Promets-moi quelque chose, Anna. Peu importe ce qui arrive, peu importe où la vie nous emmène. Si on se perd de vue, on se retrouvera toujours ici, sur cette balançoire. » J'avais ri, croyant à un de ces jeux. Mais son regard était grave, presque solennel. « Promis, avais-je répondu en entrelaçant mon petit doigt au sien. Nous étions des enfants. Nous pensions que rien ne changerait jamais. Mais la vie, elle, suit son propre chemin. Les années ont passé. Nos familles ont déménagé, les écoles ont changé, les distances se sont creusées. Peu à peu, Raphaël et moi avons cessé de nous parler. Je n'ai jamais oublié notre pacte. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, des années plus tard, je me tiendrais à nouveau devant cette balançoire, le cœur battant, et que ce simple retour en arrière basculerait dans l'horreur. Ce jour-là, une impulsion inexplicable m'avait poussé à revenir. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être une vague de nostalgie, peut-être un besoin irrationnel de revivre un instant de mon enfance. Toujours est-il que mes pas m'avaient conduite jusqu'à ce vieux parc oublié. Tout semblait plus petit que dans mes souvenirs. Le toboggan rouillé était toujours là, mais envahi par les mauvaises herbes. Les bancs en bois étaient délavés par le temps, et le sol, autrefois couvert de gravier, n'était plus qu'un tapis de terre sèche. Le silence régnait, seulement troublé par le vent qui faisait craquer les branches des arbres dénudés. Puis, mon regard s'était posé sur la balançoire. Elle n'avait pas changé. Toujours ce même siège en bois usé, suspendu à des chaînes grinçantes. Une bouffée d'émotion m'avait submergé en la revoyant. C'était là que Raphaël et moi passions des heures, là que nous avions scellé notre pacte d'enfant. Je m'étais avancé lentement, le cœur serré. Alors que je m'apprêtais à poser la main sur la chaîne froide du siège, quelque chose avait attiré mon attention. Là, juste sur le bois, un petit morceau de papier plié en deux. Intrigué, j'avais tendu la main et pris le billet entre mes doigts.
Il était légèrement froissé, comme s'il avait été laissé là depuis peu. En le dépliant, mon souffle s'était coupé net. Mon nom y était écrit, en lettres précises, d'une écriture que je connaissais par cœur. Une écriture que je n'avais pas vue depuis des années. Celle de Raphaël. Mon sang s'était glacé. C'était impossible. Absurde. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je fixais mon prénom tracé avec une précision troublante. L'écriture était indéniablement celle de Raphaël. Je la reconnaîtrais entre mille. Lentement, presque à contre-cœur, j'avais baissé les yeux vers le reste du message. Une seule phrase était inscrite, nette, sans rature. Je savais que tu viendrais. Un frisson avait parcouru ma nuque, comme si une main invisible venait d'effleurer ma peau. J'avais levé la tête brusquement, scrutant les environs. Mais le parc était désert. Seul le vent et le grincement monotone de la balançoire troublaient le silence pesant. J'avais avalé ma salive, tentant de rationaliser. Quelqu'un me faisait une blague. Il n'y avait pas d'autre explication. Un vieil ami commun, peut-être, quelqu'un qui se souvenait de notre pacte. Puis, mon regard était tombé sur une inscription griffonnée en bas du billet. Une date. 3 jours plus tôt. Mon cœur s'était mis à battre plus fort, cognant contre ma poitrine comme un tambour. Je savais déjà ce que j'allais trouver, mais j'avais besoin d'en avoir la confirmation. La respiration saccadée, j'avais sorti mon téléphone et tapé son nom. Quelques secondes plus tard, l'écran affichait ce que je redoutais. Raphaël était mort. Depuis 3 ans. Mon esprit refusait d'accepter ce que je voyais. 3 ans. Raphaël était mort depuis 3 ans. Un accident de moto brutal, une fin soudaine et irrévocable. C'était un fait, une réalité documentée, incontestable. Alors comment expliquer ce billet? Mon souffle s'était accéléré tandis que mon regard revenait sur l'écriture. J'avais grandi avec Raphaël, j'avais vu ses devoirs, ses notes griffonnées à la hâte, les lettres rondes qu'il traçait avec une légère inclinaison vers la droite. C'était son écriture, j'en étais certaine. Et ce papier, il ne semblait ni jauni, ni usé par le temps. Il avait été laissé récemment. Un frisson glacé avait parcouru mon dos. Quelqu'un jouait-il avec moi? Quelqu'un qui connaissait notre histoire, notre promesse d'enfant, mais qui aurait pu savoir que je viendrais précisément aujourd'hui? Qui aurait pu anticiper mon retour dans ce parc oublié de tous? Et surtout, pourquoi avais-je le sentiment écrasant de ne pas être seul? J'avais levé les yeux, scrutant les alentours. Les ombres des arbres s'étiraient sous la lumière déclinante, projetant des formes mouvantes sur le sol craquelé. Le vent s'était levé, soulevant un léger tourbillon de poussière près du toboggan rouillé. Puis, derrière moi, le grincement de la balançoire s'était intensifié. Pas un simple balancement porté par le vent. Non, un mouvement lent, calculé, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Un frisson glacé a parcouru tout mon corps. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, mais mes jambes semblaient clouées au sol. Lentement, très lentement, j'ai tourné la tête vers la balançoire. Elle bougeait. Le siège en bois, pourtant vide, oscillait doucement, comme si un poids invisible venait de s'y poser. Les chaînes grinçaient d'un son long et sinistre, tranchant le silence épais du parc désert. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Puis, dans le souffle du vent, un murmure à peine audible s'est glissé jusqu'à moi. Je t'ai attendu. Ma gorge s'est serrée. C'était sa voix. Étouffée, distante, comme venue de très loin, ou de quelque part où il n'aurait jamais dû parler. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre, sans quitter la balançoire des yeux. L'air autour de moi semblait s'être refroidi brutalement. Ma respiration était saccadée, mon corps entier crispé dans une terreur viscérale. Puis, j'ai vu l'impossible. Une empreinte s'est formée sur le bois du siège, juste là, devant moi. Une pression invisible, creusant lentement la surface, comme si des doigts effleuraient le bois usé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné les talons et me suis mis à courir. Je ne sais pas combien de temps j'ai fui avant de retrouver mes esprits. Je ne me souviens même pas du trajet pour rentrer chez moi. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais remis les pieds dans ce parc. Mais parfois, tard dans la nuit, lorsque le vent souffle contre ma fenêtre, je crois entendre un léger grincement au loin. Et une voix, à peine plus qu'un souffle, qui murmure encore mon nom. Je m'appelle Marina, et ce que je vais vous raconter dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé un soir où je fouillais dans le grenier de mes parents. Ce n'était pas un endroit où j'aimais passer du temps. L'odeur de poussière, les vieilles caisses empilées, les souvenirs oubliés.
Tout cela me mettait mal à l'aise. Mais ma mère insistait pour que je l'aide à ranger, alors je m'étais résigné à trier ce qui pouvait être jeté ou gardé. Après plusieurs heures à soulever des cartons, mes doigts se refermèrent sur une boîte en bois, plus lourde que les autres. Elle était couverte d'une fine pellicule de poussière, comme si personne ne l'avait ouverte depuis des années. Intrigué, je l'ouvris doucement et plongeai la main à l'intérieur. C'est là que je le vis. Un petit ours en peluche, brun clair, avec un ruban rouge passé autour du cou. Un frisson me parcourut l'échine. Je connaissais cet ours. Il ne faisait aucun doute. C'était celui que Daniel, mon premier amour, m'avait offert pour mon anniversaire, bien des années plus tôt. Je me souvenais encore du jour où il me l'avait tendu avec son sourire maladroit, comme s'il avait eu peur que je ne l'aime pas. Mais ce qui me glaça le sang, ce ne fut pas tant de le revoir. C'était le fait que je savais, avec une certitude absolue, que cet ours ne pouvait pas être là. Je l'avais jeté. Je me souvenais parfaitement du jour où j'avais pris cette peluche et l'avais mise à la poubelle, incapable de supporter sa vue après la disparition de Daniel. Il s'était volatilisé sans laisser de traces, et ce cadeau, qui autrefois me réchauffait le cœur, n'était devenu qu'un rappel douloureux de son absence. Alors comment était-il revenu ici, qu'il avait récupéré? Une étrange mélancolie m'envahit. Contre toute logique, je pris l'ours dans mes bras et le serrai doucement. L'odeur du tissu usé me ramena des années en arrière. C'était stupide, mais une part de moi voulait croire que c'était un signe. Une façon pour Daniel de revenir, d'une certaine manière. Sans trop réfléchir, je descendis du grenier avec l'ours contre moi et le posai sur mon lit. Ce soir-là, poussé par une nostalgie inexplicable, je décidai de dormir avec lui, comme avant. La nuit tomba rapidement, et avec elle, un silence oppressant s'installa dans la maison. Allongé dans mon lit, je serrai l'ours en peluche contre moi, laissant mes pensées dériver vers le passé. C'était étrange comme un simple objet pouvait raviver autant de souvenirs. Je me revoyais adolescente, riant aux éclats avec Daniel, promenant mes doigts sur le ruban rouge autour du cou du petit ours pendant qu'il me racontait ses rêves d'avenir. Je fermais les yeux, bercé par cette vague de nostalgie. L'odeur du tissu usé par le temps m'apportait un réconfort inexplicable. C'était comme si, d'une certaine manière, Daniel n'avait jamais disparu. La fatigue finit par m'emporter. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant que quelque chose ne me réveille. D'abord, ce fut une sensation étrange. Comme si l'air autour de moi s'était alourdi, chargé d'une présence invisible. Puis, un bruit, presque imperceptible, me tira définitivement du sommeil. Un murmure. Mon cœur rata un battement. J'ouvris les yeux dans l'obscurité totale de ma chambre, tendant l'oreille. Un silence absolu régnait. Seul le bruit lointain d'une voiture passant dans la rue venait troubler l'immobilité de la nuit. J'avais dû rêver. Je soupirai, me forçant à me détendre. Peut-être que mon esprit me jouait des tours, influencé par mes souvenirs. Mais alors que je resserrais doucement mes bras autour de l'ours, un nouveau murmure s'éleva. Plus clair cette fois. Tout mon corps se figea. Le son venait du jouet. Je restai pétrifié, le souffle court, incapable de bouger. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Le murmure s'était-il vraiment échappé de l'ours en peluche? C'était insensé. Une coïncidence, sûrement. Mon esprit encore engourdi par le sommeil devait me jouer des tours. Mais alors que je tentais de me rassurer, le son se répéta. Un chuchotement ténu, étouffé, venant directement du jouet contre ma poitrine. Cette fois, je l'entendis distinctement. « Marina, aide-moi. » Je lâchai l'ours d'un coup, comme si j'avais été brûlé. Il roula sur le matelas avant de s'arrêter, inerte. L'angoisse me serra la gorge. J'aurais dû fuir, jeter cette chose à l'autre bout de la pièce. Mais quelque chose me clouait sur place. C'était sa voix. Même après toutes ces années, je ne pouvais pas me tromper. C'était Daniel. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je tendais une main tremblante vers l'ours. Mon instinct me hurlait de ne pas le toucher, de sortir de cette chambre et de ne jamais revenir. Mais une force inexplicable me poussait à aller jusqu'au bout. D'un geste hésitant, j'appuyai sur son ventre. Un bruit de parasite, comme une vieille cassette endommagée, grésilla un instant, puis la voix revint, plus désespérée. « Marina, s'il te plaît. » Il m'a pris, je suis coincé. Ma vision se troubla sous le choc. Il m'a pris. Qui? De quoi parlait-il? Mon corps entier frissonnait, la terreur se glissant sous ma peau comme un poison lent. C'est à ce moment-là que j'entendis autre chose. Un son plus grave,
plus sourd. Quelque chose remuait dans le noir, au fond de ma chambre. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Le froid glacial qui m'envahissait me paralysait. La voix de Daniel, que j'avais entendue si clairement quelques secondes plus tôt, résonnait encore dans ma tête. Mais le murmure ne venait plus de l'ours. Je le sentais, je le savais, l'atmosphère de la pièce avait changé. Un malaise lourd et oppressant pesait sur moi, comme si la pièce elle-même était devenue plus petite, plus étroite, prête à m'engloutir. Je fermai les yeux un instant, cherchant à me recentrer, mais dès que je les rouvris, mon regard tomba sur l'ours, toujours posé sur le lit. Cette fois, il ne semblait plus inoffensif. L'idée de le toucher à nouveau me donnait la nausée, mais je n'avais plus le choix. Je devais comprendre. Mes mains tremblaient. Je pris l'ours dans mes bras, bien que je m'attendais à ce qu'il se mette à parler à nouveau. Je le retournai avec une hésitation nerveuse. Le ventre du jouet, là où j'avais appuyé pour entendre la voix, semblait légèrement déformé, comme si quelque chose à l'intérieur avait pris un volume étrange. C'est avec une angoisse grandissante que j'observais de plus près. En déchirant doucement le tissu à cet endroit précis, je vis quelque chose d'étrange. Un petit compartiment dissimulé sous la fourrure du jouet. À l'intérieur, il y avait un enregistreur audio. J'écartai le tissu encore plus, découvrant un petit bloc-notes, jauni par le temps, avec une écriture tremblante sur le papier. Mes doigts étaient glacés lorsqu'ils déplièrent le bout de papier. Sur le papier, une phrase courte, griffonnée dans une écriture désordonnée. « Tu dois le retrouver avant qu'il ne revienne. » La panique me monta à la gorge. C'était la même écriture. Je l'avais vue plusieurs fois, dans des lettres que Daniel m'avait envoyées avant sa disparition. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi un petit morceau de cheveux, comme si quelqu'un les avait coupés et placés là à dessein. Je n'avais plus de doute. Quelque chose de terrible s'était passé. Mais plus étrange encore, lorsque je rembobinai l'enregistreur, la voix de Daniel se fit entendre à nouveau. Mais cette fois-ci, elle était différente. Elle n'était plus désespérée. Elle était terrifiée. « Il est derrière toi. » Je tournai brusquement la tête. Mon cœur s'arrêta. Je n'avais même pas le temps de comprendre ce qui se passait, que l'air de la pièce semblait se densifier d'un coup. Un frisson glacial parcourut mon dos, et mon regard se fixa sur l'ombre qui se mouvait dans le coin de la chambre. C'était une silhouette indistincte, presque transparente, qui semblait se fondre dans les ténèbres. Je n'osais pas bouger, pétrifié, mes mains toujours crispées sur l'enregistreur. Cette voix, je n'arrivais toujours pas à m'en remettre. La terreur dans ces mots m'avait glacé. « Il est derrière toi. » Comment Daniel savait-il ça? Comment pouvait-il décrire ce que je ressentais à cet instant précis? L'ombre se rapprocha lentement, ses contours devenant plus nets à chaque mouvement, jusqu'à ce que je puisse discerner une forme humaine. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Ses yeux, brillants d'une lueur rouge, fixaient les miens avec une intensité malsaine. Je voulais crier, mais ma gorge était comme obstruée par une main invisible. La pièce devint soudainement plus sombre, comme si les murs se refermaient sur moi. Mon souffle devint saccadé. Je serrai l'enregistreur dans mes mains, mes doigts engourdis. J'avais l'impression que mes jambes allaient se dérober sous moi, mais je ne pouvais pas bouger. Tout autour de moi semblait s'être figé, mais l'ombre avançait sans relâche, implacable. Puis, un autre chuchotement, plus faible cette fois. Le murmure venait de derrière moi, de l'endroit où l'ombre se tenait. Une voix rauque et faible, presque indiscernable, mais pourtant terriblement proche de mes oreilles. Tu n'aurais jamais dû écouter. Mes mains tremblèrent violemment. J'essayai de crier, mais aucun son ne sortit. L'ombre se rapprocha encore, et je sentis une pression dans l'air, comme si l'espace lui-même cherchait à m'écraser. Mon corps, paralysé par la peur, ne me répondait plus. Les lumières de la pièce commencèrent à clignoter. Un bruit sourd résonna derrière moi, suivi d'un bruit de pas qui s'approchait lentement. Le sol vibrait sous mes pieds, et à chaque pas, mon cœur battait plus fort, jusqu'à en devenir douloureux. Je savais que quelque chose se préparait, quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. Je n'avais plus le choix. Je devais fuir. Mais avant même que je puisse bouger, l'ombre tendit la main vers moi, ses doigts longs et déformés glissant lentement dans l'air. Un sifflement glacé émana de ses lèvres, juste avant que tout ne devienne noir. Cela fait 3 ans que Laura est morte. 3 longues années à essayer de continuer sans elle, à prétendre que le temps guérit tout, à me convaincre que je finirais par l'oublier. Mais chaque jour, chaque nuit, elle est là,
dans un coin de mon esprit. Je me souviens encore de la dernière fois où je l'ai vue. Son sourire en coin, sa manière de jouer avec une mèche de cheveux quand elle était nerveuse, son parfum léger qui flottait toujours autour d'elle. Puis, l'accident. Un coup de téléphone en pleine nuit, une voix tremblante qui m'annonçait l'impensable. Et après, le vide. Depuis, je n'ai jamais eu le courage d'effacer notre dernière conversation. Je relis souvent nos messages, comme si les mots qu'elle avait laissés pouvaient me ramener à elle. Parfois, quand la douleur est trop forte, je visite son profil sur les réseaux sociaux. Il est toujours là, figé dans le temps, une capsule d'un passé qui ne reviendra jamais. Ce soir, alors que la solitude me pèse plus que d'habitude, je cède encore une fois. J'ouvre son profil, mon cœur battant déjà plus vite, comme si j'espérais y trouver quelque chose de nouveau. Évidemment, il n'y a rien. Juste les mêmes photos, les mêmes souvenirs figés. Pourtant, alors que je m'apprête à refermer la page, mon regard s'arrête net. Une nouvelle photo vient d'apparaître. Je reste figé, incapable de détourner les yeux. Mon souffle se bloque dans ma gorge. Ce n'est pas possible. La photo est là, juste devant moi, comme une évidence terrifiante. Laura se tient debout, en pleine nuit, juste devant chez moi. Elle est légèrement de profil, tournée vers l'objectif, et elle sourit. Un sourire étrange, figé, presque artificiel. Mes doigts tremblent lorsque je clique sur l'image pour l'agrandir. L'éclairage est faible, mais je reconnaîtrai cet endroit entre mille. C'est bien devant ma porte, sur le trottoir d'en face. L'angle de prise de vue me trouble. La photo semble avoir été prise par quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de ma maison. Mon estomac se serre. Quelqu'un s'est connecté à son compte. Quelqu'un joue avec moi. Je vérifie la date et l'heure de publication. Elle a été postée cette nuit. Il y a quelques minutes à peine. L'angoisse monte en moi comme une vague glaciale. Mes mains sont moites, mon cœur bat à un rythme affolé. Il y a une explication rationnelle, il doit y en avoir une. Peut-être un piratage, peut-être une mauvaise blague. Mais alors, pourquoi est-ce que je ressens cette sensation oppressante, comme si quelqu'un me regardait à cet instant même? Je me lève d'un bond, incapable de rester assis une seconde de plus. Mon appartement est plongé dans un silence oppressant, interrompu seulement par le bruit sourd de mon propre cœur battant à tout rompre. Qui a pu poster cette photo? Et surtout, qui l'a prise? Les questions tourbillonnent dans mon esprit alors que je m'approche lentement de la fenêtre. Je n'ose pas encore regarder dehors. Une partie de moi redoute ce que je pourrais voir. J'inspire profondément, d'un geste brusque, j'écarte légèrement le rideau. La rue est vide. L'éclairage public projette une lueur jaunâtre sur l'asphalte mouillé. Il a plu plus tôt dans la soirée. Je ne vois personne. Pas un mouvement, pas une ombre suspecte. Je recule, tentant de calmer la panique qui grandit en moi. J'ouvre la page du profil de Laura et vérifie les paramètres. Dernière connexion, il y a 1 heure. Impossible. Son compte est inactif depuis 3 ans. Qui aurait pu s'y connecter? Et pourquoi maintenant? Mon regard dérive vers mon téléphone. Dois-je appeler quelqu'un? La police? Mais que dirais-je? Bonsoir, un fantôme vient de poster une photo sur un compte désactivé. Pourriez-vous enquêter? Ridicule. Puis, une pensée me traverse l'esprit, aussi glaciale qu'une lame effleurant ma peau. Si cette photo a été prise cette nuit, et qu'elle montre Laura devant chez moi, alors, elle était là. Et si elle était là, peut-être que mes caméras de sécurité l'ont filmée. Je me précipite vers mon bureau, attrape la souris et ouvre l'application de surveillance reliée aux caméras de sécurité de ma maison. Mon souffle est court, mes mains moites glissent légèrement sur le clavier. L'image en direct s'affiche d'abord, rien d'anormal. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je dois voir les enregistrements de la nuit dernière. Je remonte les images jusqu'à minuit. Le trottoir devant ma maison apparaît à l'écran, éclairé par l'unique lampadaire de la rue. Pendant un instant, il n'y a rien. Puis, à exactement 1h46 du matin, une silhouette surgit du néant. Mon cœur rate un battement. Elle est là. Laura, ou du moins quelque chose qui lui ressemble, se tient immobile devant ma porte. La qualité de l'image est granuleuse, mais je peux distinguer sa posture figée, ses cheveux tombant en rideaux de chaque côté de son visage. Elle ne bouge pas, elle ne frappe pas, elle ne tente pas d'entrer. Elle reste juste, là. Je fais avancer la vidéo en accéléré. 1 minute, 10 minutes, 1 heure. Elle ne bouge toujours pas. Juste avant que l'image ne devienne trop sombre à cause d'un problème de signal, son visage se tourne lentement vers la caméra. Et puis, plus rien.
L'enregistrement suivant montre la rue vide, comme si elle n'avait jamais été là. Mes doigts tremblent sur la souris. J'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Et ce n'est pas terminé. Je suis incapable de détourner les yeux de l'écran. Mon esprit refuse d'accepter ce que je viens de voir. Une partie de moi cherche encore une explication rationnelle. Une panne du système, une erreur d'enregistrement, mais au fond, je sais que ce n'est pas ça. Alors que je fixe l'image figée de Laura, une notification surgit sur mon téléphone, me faisant sursauter violemment. Mon souffle se bloque dans ma gorge. C'est une nouvelle publication sur son profil. Je prends mon téléphone d'une main tremblante et ouvre l'application. Une autre photo. Mes jambes deviennent de coton. Cette fois, ce n'est pas une image d'elle devant chez moi. C'est une photo de moi, en train de dormir. La prise de vue est rapprochée, comme si celui ou celle qui l'avait prise se trouvait juste à côté de mon lit. Mon cœur s'emballe, ma gorge se serre. Non, ce n'est pas possible. Un bruit sourd résonne dans ma maison. Un craquement léger, juste derrière moi. Je me fige. Je ne suis pas seul. Ce jour aurait dû être le plus beau de ma vie. Depuis mon enfance, j'avais rêvé de ce moment, marcher lentement vers l'hôtel, sentir les regards admiratifs de mes proches, voir mon futur mari, Daniel, m'attendre avec ce sourire que j'aimais tant. Tout était parfait. L'église était baignée d'une lumière dorée filtrant à travers les vitraux, l'air embaumait le parfum des lys blancs qui décoraient l'allée centrale. Et mon cœur battait fort, mais d'excitation et de bonheur. Lorsque mon père me prit doucement par le bras pour m'accompagner, j'entendis quelques murmures émerveillés parmi les invités. Ma robe en dentelle blanche glissait sur le sol avec élégance, et malgré la légère nervosité qui me gagnait, je n'aurais pu être plus heureuse. Chaque pas me rapprochait de Daniel, de notre avenir, de la promesse d'une vie ensemble. Puis, le prêtre commença la cérémonie. Je sentis la main de Daniel serrer doucement la mienne. Pendant un instant, je crus que tout s'effaçait autour de nous. Plus rien ne comptait, si ce n'est lui et moi, unis devant tous ceux qui nous aimaient. Mais alors, au moment où le prêtre prononça les premiers mots, un frisson glacé parcourut ma nuque. Une voix, juste à mon oreille, murmurée, basse, mais distincte. Tu avais promis de m'attendre. Mon sang se glaça instantanément. Je lâchai un imperceptible hoquet et mes doigts tremblèrent dans ceux de Daniel. Je jetai un regard autour de moi, mais personne n'était assez proche pour avoir dit quoi que ce soit. Tous les invités étaient assis, silencieux, attentifs à la cérémonie. Et pourtant, je connaissais cette phrase. Je l'avais prononcée il y a bien longtemps, et celui à qui je l'avais promise était mort. Je n'arrivais pas à la respirer. Pendant une fraction de seconde, j'oubliais où je me trouvais, qui était autour de moi, et même pourquoi j'étais là. Tout ce qui restait, c'était cette phrase, ce murmure qui résonnait encore dans mon esprit. Tu avais promis de m'attendre. Ces mots me renvoyaient brutalement dans le passé, à une époque où j'étais une autre personne. Avant Daniel. Avant cette église. Avant tout ça. J'avais 17 ans. C'était une nuit d'orage, l'une de ces nuits où le tonnerre gronde si fort que les fenêtres en tremblent. Nous étions blottis l'un contre l'autre sous un porche, fuyant la pluie battante. Enrique et moi. Mon premier amour. Il riait, les cheveux trempés collés à son front, et je me souviens m'être dit à quel point je voulais que ce moment dure éternellement. « Tu m'attendras, hein » avait-il demandé, d'un ton léger, mais avec une lueur d'inquiétude dans le regard. Il devait partir quelques jours, un voyage en voiture avec son père. Rien d'extraordinaire, mais pour nous, adolescents inséparables, c'était une éternité. Alors, j'avais pris son visage entre mes mains, et dans un sourire, j'avais promis. Pour toujours. Je ne l'ai jamais revu vivant. L'accident s'était produit sur une route de campagne, en pleine nuit. On m'a dit que ça avait été instantané, que ni lui ni son père n'avaient souffert. Mais moi, j'ai souffert. J'ai souffert pendant des années, hanté par son absence, incapable d'accepter qu'il soit parti alors que quelques jours plus tôt, il riait sous la pluie avec moi. Avec le temps, pourtant, la douleur s'était estompée. J'avais appris à vivre avec, à avancer. Et puis j'avais rencontré Daniel. Il m'avait aidé à voir un avenir sans ombre, sans fantôme. Avec lui, j'avais enfin compris que le bonheur était encore possible. J'avais aimé à nouveau, pleinement, sincèrement. Mais aujourd'hui, devant cet hôtel, à l'instant où j'avais cru tourner la page définitivement, Enrique était revenu. La cérémonie continua, mais je n'entendais plus rien. Les paroles du prêtre semblaient lointaines, étouffées comme si j'étais sous l'eau.
Mon cœur battait trop vite, mes mains étaient moites. Je lançai un regard furtif autour de moi, cherchant une explication rationnelle. Quelqu'un m'avait-il parlé? Un invité s'était-il approché sans que je le remarque? Mais non. Les bancs étaient alignés à une certaine distance de l'hôtel, et personne ne s'était levé. Mes demoiselles d'honneur étaient derrière moi, trop loin pour avoir pu me chuchoter quoi que ce soit. Daniel me regardait avec son sourire tendre, ignorant tout du chaos qui se déchaînait en moi. Je pris une inspiration tremblante. Peut-être que j'avais imaginé cette voix, le stress, l'émotion, la pression du moment. Oui, ça devait être ça. Je devais me ressaisir. Et pourtant, ce n'était que le début. La première nuit après le mariage, je fis un cauchemar. Je me trouvais devant l'église, toujours en robe de mariée, mais il n'y avait plus personne. Les bancs étaient vides, les fleurs fanées, et le ciel d'un gris oppressant. J'entendis alors des pas derrière moi. Lents, mesurés. Je me retournai, et je le vis. Enrique se tenait à quelques mètres, vêtu de noir, le visage pâle, les yeux fixes. Il me regardait avec une intensité insoutenable, et lorsqu'il ouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. Pourtant, je compris ce qu'il disait. Tu avais promis de m'attendre. Je me réveillai en sursaut, haletante. Daniel dormait paisiblement à mes côtés. Je tentais de calmer mon souffle, de me convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais alors que je passai une main sur mon front en sueur, je sentis quelque chose d'étrange. Je baissai les yeux et mon sang se figea. Sur ma robe de nuit blanche, des traces de terre noire maculaient le tissu, comme si j'avais marché dans la boue. Les jours suivants furent un enchaînement d'événements étranges. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de malaise. Ce n'était pas simplement à cause de la fatigue ou du stress, non. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me rongeait lentement. Le doute, la peur. Un matin, en me levant pour aller prendre une douche, je remarquai que le miroir de la salle de bain était tout embué. Mais la buée n'était pas ordinaire. Elle formait des mots, des lettres tremblantes, comme si quelqu'un avait écrit quelque chose à la vapeur. Mon cœur s'arrêta lorsque je lus ce qui y était écrit. « Enrique ne te lâchera pas. » J'ai eu un frisson glacé. Je touchai le miroir, espérant que la buée s'effacerait. Mais les mots restaient là, comme gravés dans la vapeur. Je fermai les yeux, tentant de me convaincre que c'était une hallucination, que j'étais simplement fatigué. Mais en ouvrant à nouveau les yeux, la buée avait disparu, comme si rien ne s'était passé. Cependant, ce n'était pas la seule chose étrange. Le soir suivant, j'étais seul dans le salon, quand je vis une photo tomber du cadre posé sur la cheminée. La photo était de moi et Daniel, prise le jour de notre fiançailles. J'avais l'intention de la remettre en place, mais en la levant, je remarquai un détail qui me glaça. Au fond de l'image, presque invisible, se trouvait une silhouette floue, une ombre indiscernable. Je me précipitai vers le cadre, pensant que c'était une erreur de perception, un reflet dans la vitre, mais non. La silhouette semblait clairement là, comme si elle faisait partie de la photo depuis toujours. J'étais figé, incapable de bouger. Je reconnus immédiatement cette silhouette. C'était Enrique. Je n'avais pas touché cette photo depuis des mois. Comment cela se pouvait-il? Comment Enrique pouvait-il apparaître là, dans ce cadre, alors qu'il était mort depuis des années? C'est là que je compris. Je n'étais pas seul. Enrique était toujours là. Je ne pouvais pas fuir. Pas cette fois. Le pire restait à venir. Lors d'une soirée, Daniel me trouva en train de parler dans mon sommeil. Et ce que je murmurais, il ne l'oublierait jamais. Enrique, je t'attendrai toujours. Je me réveillai dans un état de panique, le regard égaré, et une chaleur étrange envahit ma poitrine. J'étais revenu à ce moment-là, à ce pacte que j'avais fait des années auparavant. Et tout ce que j'avais essayé d'oublier me rattrapait. Je n'avais plus de répit. Peu importe où je me trouvais, l'ombre de Enrique planait sur moi, menaçant et omniprésente. Chaque nuit, je me réveillais dans la même angoisse, avec le sentiment que quelque chose de terrible se préparait. Daniel, bien qu'inquiet, me disait que c'était probablement le stress post-mariage. Mais moi, je savais que ce n'était pas juste ça. C'était lui, Enrique, qui revenait. Il ne m'avait jamais vraiment quitté. La situation s'aggrava au point où je n'arrivais plus à ignorer les signes. Des objets disparaissaient puis réapparaissaient à des endroits où je n'aurais jamais pensé les laisser. Parfois, dans les moments de calme absolu, j'entendais des pas derrière moi, mais personne n'était là. Le pire, c'était la sensation constante d'être observé. Peu importe où je me tournais,
Il y avait toujours ce regard fixe sur moi, une présence invisible mais oppressante. Un soir, Daniel m'amena chez un prêtre, pensant que cela m'apporterait du réconfort. Mais au moment où il entra dans la maison, il s'arrêta net. Il fixait le salon, son visage devenant pâle. « Tu ne ressens pas ça ?» me demanda-t-il, sa voix tremblante. Je n'avais même pas besoin de lui répondre. Je sentais une pression dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même était plus lourde. Il posa ses mains sur les objets autour de lui, récitant des prières. Mais rien ne semblait fonctionner. Le poids de la présence grandissait chaque jour. Puis, une nuit, tout changea. Je me réveillai en sursaut, comme si quelque chose m'avait tiré hors de mes rêves. La pièce était sombre et l'air glacial. Le sol était couvert de traces boueuses, comme si quelqu'un avait marché avec des bottes sales. Je regardai autour de moi, et dans l'ombre de la chambre, je vis une silhouette. Enrique. Son visage pâle, ses yeux vides me fixaient, immobile dans la pénombre. Il n'était pas seulement un souvenir. Il était là, tout près, comme s'il attendait que je le rejoigne. Je courus vers la porte, mais avant que je puisse l'ouvrir, la lumière s'éteignit d'un coup. Dans le noir absolu, une voix résonna, plus claire et plus forte que jamais. « Tu m'as promis, et je viendrai te chercher, quoi qu'il en coûte. » J'étais paralysé. La peur m'envahit, et la chaleur dans ma poitrine se transforma en un froid glacial. Je compris alors que l'ombre de Enrique ne partirait jamais. Il avait tenu sa promesse, et la seule issue était de me libérer de cette promesse. Mais comment briser un pacte fait avec un fantôme du passé? Le lendemain matin, je trouvai Daniel assis sur le canapé, son regard vide, perdu. Il m'annonça, d'une voix froide. « Enrique ne t'a jamais quitté, n'est-ce pas ?» Je me retournai pour regarder dans la pièce, cherchant désespérément à comprendre. Mais alors que je tournais la tête, une silhouette floue dans le miroir m'attrapa. Mon reflet était là, mais pas tout à fait le mien. Le visage pâle, les yeux vides. Et dans le silence, une promesse, vieille de plusieurs années, m'attendait toujours. Je ne suis pas retourné au sous-sol depuis des années. Il y a une odeur d'humidité et de bois pourri qui me serre la gorge dès que je descends les marches grinçantes. La lumière vacille faiblement au plafond, projetant des ombres tordues sur les murs tapissés de toiles d'araignée. Je ne sais pas exactement ce que je cherche. Peut-être une distraction, un souvenir perdu, ou juste une excuse pour explorer cet endroit oublié. Les cartons empilés dans un coin attirent mon attention. Je les ouvre un à un, révélant des objets recouverts de poussière. Des vieux livres aux pages jaunies, des vêtements oubliés, une montre cassée. Puis, sous une pile de journaux décolorés, mes doigts rencontrent quelque chose de familier. Un album photo. Le cuir de la couverture est usé, craquelé par le temps. Mon cœur se serre légèrement lorsque je l'ouvre et que je vois les premières images. Ce sont des fragments d'un passé que je pensais avoir laissé derrière moi. Des anniversaires, des Noëls, des journées d'été sous un soleil brûlant. Mais surtout, des photos d'elle. Camilla. Son sourire éclaire plusieurs pages. Je ressens un frisson étrange en passant mes doigts sur son visage imprimé sur le papier glacé. Nous étions jeunes, insouciants. À cette époque, je croyais que rien ne pourrait nous séparer. Pourtant, un jour, elle est partie. Disparue, sans laisser de traces. Je continue à tourner les pages, perdu dans mes souvenirs. Puis, soudain, je m'arrête net. Une photo que je ne reconnais pas. Nous y sommes, Camilla et moi, enlacés comme autrefois. Mais quelque chose cloche. Sa peau est d'une pâleur inquiétante, ses yeux semblent plus creux, presque vides. Son sourire, ce n'est pas le sien. C'est un rictus figé, étiré d'une manière qui me met mal à l'aise. Un frisson glacé me traverse l'échine. Je retourne la photo, la gorge serrée. Une inscription griffonnée au dos, en lettres irrégulières. Je ne suis jamais parti. Mon cœur s'emballe. J'essaie de me convaincre que ce n'est qu'une erreur, une photo que j'aurais oubliée, une mauvaise impression causée par la poussière et l'éclairage tamisé du sous-sol. Mais quelque chose en moi refuse d'y croire. Je scrute l'image, détaillant chaque contour, chaque ombre. Mon visage semble normal, mais le sien. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette expression. Ce sourire qui n'est pas le sien. Comme si quelqu'un d'autre se cachait derrière ses traits. Un frisson me parcourt alors que mes doigts tremblants caressent la surface glacée du papier. Pourquoi ne me souviens-je pas de cette photo? Je retourne l'image encore une fois, mes yeux fixés sur ces mots griffonnés d'une main hésitante. Je ne suis jamais parti. Ma respiration se bloque.
Ce n'est pas mon écriture. Ce n'est pas celle de Camilla non plus. Une sueur froide coule le long de ma nuque. Je lève les yeux et jette un regard aux alentours, comme si quelque chose, ou quelqu'un, pouvait surgir de l'ombre à tout instant. Un silence pesant m'enveloppe. Le sous-sol, autrefois rempli des souvenirs de mon enfance, semble maintenant étranger. Je referme l'album d'un geste brusque, la gorge serrée. Tout cela n'a aucun sens. Je dois en avoir le cœur net. Je remonte précipitamment du sous-sol, l'album serré contre ma poitrine comme si je transportais un objet maudit. Dans la lumière blafarde de la cuisine, j'examine encore une fois la photo, espérant qu'un détail me permette d'expliquer son existence. Mais rien ne change. Ce sourire, ces yeux creux, et cette phrase au dos qui semble me hanter maintenant que je l'ai lue. Je prends mon téléphone et tape son nom dans un moteur de recherche. Camilla Duarte. Les résultats s'affichent rapidement. Des profils sur des réseaux sociaux inactifs depuis des années, des mentions sans importance. Puis, un article attire mon regard. Je clique. Disparition inquiétante, la famille de Camilla Duarte toujours sans réponse après 8 ans. 8 ans. Un vertige me prend. Ce n'est pas possible. J'avais toujours cru qu'elle était partie sans prévenir, qu'elle avait voulu couper les ponts. Mais l'article raconte une autre histoire. Camilla n'a pas simplement disparu. Elle s'est volatilisée. Aucune trace, aucun indice, comme si elle s'était évaporée du jour au lendemain. Je me laisse tomber sur une chaise, le souffle court. Mes souvenirs de notre dernière soirée ensemble refont surface. Elle était agitée, différente. Elle m'avait pris la main avec une force inhabituelle et m'avait dit d'une voix tremblante. « Tu m'entendras, Mathéus, même si je ne suis plus là. » À l'époque, j'avais ri nerveusement, pensant qu'elle parlait métaphoriquement. Mais aujourd'hui, avec cette photo entre mes doigts, cette phrase gravée au dos. Et si elle avait essayé de me dire quelque chose? La nuit tombe, et avec elle, un malaise grandissant s'infiltre en moi. J'ai rangé l'album, fermé la porte du sous-sol à double tour, mais l'image de Camilla refuse de quitter mon esprit. Son sourire anormal, ses yeux vides. Allongé dans mon lit, je fixe le plafond, l'obscurité pesant sur mes paupières fatiguées. J'essaie de rationaliser. Peut-être qu'un de nos amis avait pris cette photo à mon insu. Peut-être qu'elle était malade ce jour-là, ce qui expliquerait son teint livide. Peut-être. Mais alors, pourquoi cette phrase? L'air de la chambre devient lourd, oppressant. J'ai chaud et froid à la fois. Un frisson me parcourt lorsque j'entends un léger grincement quelque part dans la maison. Je retiens mon souffle. Un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un avait bougé dans le couloir. Mon cœur cogne contre ma cage thoracique. Ce n'est que mon imagination, ou un courant d'air. Rien d'autre. Puis, un chuchotement, un murmure presque imperceptible, étouffé par le silence de la nuit. Je me fiche. Les poils de ma nuque se dressent. J'ai entendu mon prénom. Mathéus. C'est à peine plus qu'un souffle, mais c'est là, juste derrière la porte. Mon corps refuse de bouger. Ma gorge est sèche. Je fixe l'obscurité, priant pour que ce soit un cauchemar. Mais alors que je lutte contre la panique, la porte s'entr'ouvre lentement, dans un grincement douloureux. Et dans l'ombre du couloir, quelque chose attend. Une ombre indistincte se tient dans l'encadrement de la porte. Immobile, silencieuse. Mon souffle est coupé. La pièce semble s'être refermée sur moi, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Mon corps est paralysé par une terreur primitive, viscérale. Puis, la silhouette fait un pas en avant. Dans la pénombre, je distingue enfin ce visage. Camilla. Mais ce n'est pas elle. Ses yeux sont des abîmes noirs, dénués de vie, et son teint est encore plus blafard que sur la photo. Son sourire est tordu, figé dans une expression qui n'a rien d'humain. Elle ne devrait pas être là. Elle ne peut pas être là. Ma gorge se serre alors qu'elle s'approche lentement. Chaque pas résonne dans le silence comme un coup de marteau. J'essaie de bouger, de me lever, de crier, mais mon corps refuse d'obéir. Elle s'accroupit au bord du lit, si près que je peux sentir une odeur de terre humide, de quelque chose de vieux et de pourri. Puis, elle murmure. « Je ne suis jamais parti, Mathéus. » Une main glaciale se pose sur ma joue, et une vague de frissons me traverse des pieds à la tête. Mon esprit vacille entre la peur et l'incompréhension. Le monde bascule. Une sensation étrange m'envahit, comme si mon corps se dissolvait, comme si quelque chose m'aspirait hors de la réalité. Puis, tout devient noir. Quand j'ouvre les yeux, la chambre est vide. Le silence est total. L'air est immobile, comme si rien ne s'était passé.
Je me redresse brutalement, le cœur battant à tout rompre. Était-ce un rêve? Une hallucination? Mon regard tombe sur ma table de nuit. L'album photo est ouvert. Je n'avais pas laissé cette page-là visible. Et pourtant, une nouvelle photo est apparue. Mon sang se glace. Sur l'image, je suis là, assis sur mon lit, les yeux vides, figé dans un sourire qui n'est pas le mien. Camilla est derrière moi, ses mains posées sur mes épaules. Au dos de la photo, une nouvelle inscription. Maintenant, tu es comme moi.